Mesdames et messieurs, merci de nous joindre dans cette émission spéciale. Entretien, un rendez-vous hebdomadaire sur la télévision Les Adèles. Rendez-vous au cours duquel nous invitons des experts pour parler des questions d'actualité et même de certaines questions qui fâchent. C'est le cas aujourd'hui, vous le savez tous, la question de l'éducation est tellement importante qu'elle nécessite plusieurs implications, qu'elle nécessite la participation de presque tout le monde. Voilà, nous parlons de ce que peut-être vous savez, ou peut-être que les autres ne le savent pas. Il y a un concept, on parle aujourd'hui du partenariat éducatif. Partenariat éducatif, c'est quoi en République démocratique du Congo? Y a-t-il une loi qui réglemente ce partenariat éducatif? Qui sont ces partenaires de l'éducation? Quels sont les objectifs poursuivis à court terme ou à long terme? Nous allons en parler dans cette émission avec Serge Bondedi. Vous savez, il est de Imaye, secrétaire général, qui n'est pas à présenter. Imaye, cette structure, la société civile, qui s'occupe de la promotion des valeurs éducatives en République démocratique du Congo et qui est surtout plus connue avec son slogan « École Eza Mombongote ». Donc, Imaye dit non à la marchandisation de l'éducation ou du système éducatif en République démocratique du Congo. Serge Bondedi, bonjour. Bonjour, monsieur Willy. Merci d'avoir répondu à notre rendez-vous, comme je viens de l'annoncer. Commençons par l'analyse des concepts pour permettre à nos téléspectateurs d'être ensemble avec nous. Partenariat éducatif, c'est quoi? Le partenariat éducatif, c'est un peu, dans des termes simples, ce qu'on peut appeler la coéducation, la cogestion, la gestion d'ensemble, le partage des ressources et selon la loi cadre, c'est la mise en commun de ressources et ces ressources peuvent être matérielles, peuvent être financières et surtout humaines en vue de l'atteinte des objectifs éducatifs. La cogestion, la mise ensemble des ressources, qui cogère, qui met ensemble ces ressources? Les ressources matérielles, humaines, il s'agit de quelles ressources? Oui, comme je venais de dire, en République démocratique du Congo, il est reconnu au gouvernement le rôle du pouvoir organisateur de l'enseignement. Et dans notre système éducatif, la gestion est érigée en mode partenarial. Et ce n'est pas en vain qu'il est érigé en mode partenarial. C'est parce que le gouvernement ou l'État congolais a consenti à cette obligation internationale qui s'est imposée vers les années 70, selon laquelle il faut mettre en commun, associer, unir, solidariser les efforts humains provenant de l'État ainsi que des partenaires éducatifs qui sont plusieurs. Et la société civile qui font partie des partenaires éducatifs en République démocratique du Congo, mettre en commun, coaliser le moyen financier, coaliser les moyens matériels pour que l'agenda de l'éducation avance, progresse, pour que les objectifs éducatifs soient atteints, pour que l'action qui est mise en exécution pour le bien de l'enfant ne souffre d'aucune ambiguïté, d'aucune cas de disparité, d'injustice, donc pour que l'œuvre éducative soit parfaite. Bon, je dois revenir sur ce concept de partenariat éducatif, mais vous parlez de la loi internationale, des normes, des standards internationaux. Est-ce que vous voulez confirmer, vous pouvez dire à nos spectateurs, qu'en France, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Russie, les États cogèrent le système éducatif ou les États prennent en charge même le système éducatif? Et sinon, pourquoi seulement en RDC? Comme je venais de dire, et ça je l'affirme, l'éducation, au-delà d'être un droit, elle est aussi un service social. Et au-delà de tout, elle est une valeur, raison pour laquelle l'Organisation des Nations Unies a mis en place
ce qu'on appelle l'UNESCO, Oui. la mission des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ils ont ajouté maintenant l'information et la communication. Exactement. Et il y a des actes de portée internationale, notamment pris par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui réglementent, qui fixent comment l'éducation doit évoluer. Voilà pourquoi l'éducation, c'est aussi une norme. L'éducation, c'est aussi une norme et l'éducation, c'est un droit. Voilà pourquoi, dans le monde entier, la gestion de l'éducation est partenariale. Si vous allez au Japon, le partenariat est très fort. C'est ce qu'on appelle le PPPP. Partenariat public-privé. Ça s'applique également dans l'éducation. Donc, l'État a les rôles prépondérants, les rôles majeurs, parce que c'est à l'État que revient la charge du bien-être, d'organiser la cité de manière générale et le système éducatif. Mais puisque vous connaissez l'État, c'est ces grands monstres, c'est ces léviathans, il ne peut rien faire seul. Voilà pourquoi il est institué sur le plan international. Partout, si vous allez aux États-Unis, qui sont aussi champions en termes de partenariat public-privé, vous allez en France, n'en parlons même pas, le concept est d'ailleurs beaucoup plus évolué. Donc pour me résumer, le partenariat éducatif n'est pas une création ou un besoin que Humaillé peut-être voudra beaucoup plus marteler comme idée seule de la RDC. Non, la Humaillé a trouvé ce concept et avant ça existait. Voilà pourquoi vous avez des associations des parents et ainsi de suite. Donc c'est un concept général qui s'applique dans tous les États. Alors, concept général qui s'applique dans tous les États, Serge Bondé dit, en République démocratique du Congo, le partenariat aurait commencé quand? Le partenariat éducatif. Avant l'indépendance, après l'indépendance, si c'est après l'indépendance, premier régime, deuxième régime, quand est-ce que vraiment on a concrétisé? Parce qu'il y a eu plusieurs lois cadres. Et quelle est la loi cadre vraiment qui a défini le partenariat éducatif? Le partenariat éducatif en RDC est un vieux concept qui date d'avant l'indépendance parce que les premières écoles qui ont existé dans ces pays n'ont pas été l'œuvre des pouvoirs étatiques. C'était l'œuvre de missionnaires religieux protestants qui avaient trouvé utile de former l'homme noir, l'homme congolais. Et c'est ce qui a fait que lorsque... Si c'était pour ses propres intérêts. Oui, mais on a noté que déjà avant l'indépendance, vers des années 1800, déjà le privé, donc les confessions religieuses, avaient donc commencé. Et ces partenariats qui d'abord c'était une affaire de religieux et du pouvoir public, a connu des moments de soubresaut avec la zaïrianisation, ce qui avait fait que le maréchal Mobutu, soucié de contrôler tous les arcanes du pouvoir, parce que l'école, voilà pourquoi le ministère qui s'occupe de l'enseignement sont des ministères stratégiques et de souveraineté, voire même de cohésion nationale. C'est ce qui avait fait que le maréchal Mobutu avait étatisé les écoles, mais après, l'État s'était vu débordé, axifié, et l'État a suffoqué. Ce qui avait imposé, la nature a imposé au maréchal Mobutu de revenir à la raison sur sa décision, ce qui avait fait que les religieux avaient repris avec les écoles conventionnées, mais avec d'autres mesures d'encadrement que le feu maréchal Mobutu Sese Seko avait pris. Et les choses ont évolué. Il s'est fait qu'il y a eu d'autres partenaires qui se sont ajoutés. Vous avez l'association des parents et le premier, l'honnêteté oblige, le vieux partenaire éducatif, c'est l'ANAPECO, l'Association nationale des parents du Congo, à l'époque d'Isaïe. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois lorsqu'il faut taquiner le président Diatézoa, on dit que c'est l'association Tatabo Mamabo. Donc c'est le premier d'entre les partenaires éducatifs. Est-ce que ce partenariat, Serge Bondé dit, ce n'est pas mythique? Est-ce qu'on sent en République démocratique du Congo qu'il existe un partenariat éducatif entre l'État et le privé?
ou l'État avec les associations? Et si vous avez aujourd'hui, par exemple, en termes de l'organisation de l'enseignement, la Constitution de la République démocratique du Congo est allée très loin pour garantir l'organisation de l'enseignement dans les établissements publics et privés. C'est la loi mère, c'est la loi fondamentale, pour faire montre que le partenariat est vivifiant, est vivant. Il peut y avoir des faiblesses, mais il est consacré à des termes de la loi, voire même à des termes de la Constitution. Donc, au moment où, si nous prenons Kinshasa, Imaye, vous le savez, vers les années 2019, 2020, 2021, nous avons mené beaucoup des activités sur la question des écoles privées agréées. Rien qu'à Kinshasa, sur base de l'étude qu'on a assuré la diffusion avec un de nos partenaires, il a été démontré que Kinshasa, rien que Kinshasa, occupait près de 3/4, le privé occupait près de 3/4 des écoles ici à Kinshasa. Donc pour faire montre qu'effectivement le partenariat est garanti à la République démocratique du Congo, mais il faut, en termes des analyses approfondies sur base de chaque partenaire, on peut analyser, on peut dégager là où il y a de faibles implications, là où il y en a plus, ainsi de suite. À vous entendre parler, Serge Bondé dit Imaye soutiendrait le partenariat éducatif. Pour quelle fin? Parce que, vous savez, le partenariat éducatif est considéré, du point de vue international, comme un vecteur d'accompagnement des changements. Nous pouvons citer un exemple épatant. On a parlé de la gratuité de l'enseignement primaire en 2016 avec l'ancien président Kabila. Mais lorsque les choses échouaient, ceux qui avaient combattu la gratuité en son temps, ils étaient dans la boîte, dans le système. Parce que ce n'est pas quelque chose à cacher. L'école, c'est un gagne-pain pour beaucoup. Et au moment où il fallait... Et la gratuité n'était pas leur avantage? Non, c'était totalement à leur désavantage. Ce qui a fait que les acteurs ont combattu la gratuité à l'interne, voire même. Et en 2019, lorsque l'actuel président de la République est revenu sur la question, vous avez vu au début comment est-ce que cette réforme a connu des difficultés majeures. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Il est vrai, Imaye reconnaît qu'il existe des difficultés d'ordre matériel, des difficultés d'ordre systémique. Mais il y a aussi et sans vous interrompre, nous avons suivi certainement certains syndicalistes de l'enseignement primaire ou secondaire qui demandaient au gouvernement, qui menaçaient de gréver à la reprise des cours l'année scolaire 2023-2024. 2022-23. Oui, non, septembre prochain. Ah, septembre oui, prochain. Oui, oui. Ils disent ici, l'État ne garantit pas, ne paye pas, ne débloque pas le montant par rapport, pour suppléer à la gratuité, il n'y aura pas la reprise de cours. Oui, ça, par exemple, mais ça veut dire que la gratuité... Ce sont des difficultés systémiques, parce que la gratuité est une réforme qui s'applique dans le système éducatif congolais, et dans ces systèmes, nous avons des problèmes de paye des enseignants, nous avons des problèmes de la politique salariale, et ce sont ces problèmes-là... Et pourtant, c'est constitutionnel. Exactement, qui viennent mettre un peu du sable dans l'engrenage du système, et dans lequel engrenage se trouve la plaque, ou si on peut dire la fonction gratuité de l'enseignement primaire. Donc, si je reviens à ce que je disais, on a connu ici en 2019 des écoles comme Collège Mobutu dire que la gratuité, c'était impossible d'être appliqué dans cette école parce qu'ils avaient une dépense mensuelle d'ordre de 2 millions de dollars. Et vous avez vu comment est-ce que le politique est reculé devant la puissante Église catholique romaine. Il a fallu que les partenaires haussent les tons. Et ce sont des partenaires de la société civile. C'était les associations des parents. Dont Imaye, parmi les acteurs. Nous avons joué un rôle primordial qui n'était pas contre l'Église catholique, mais qui était celui de faire prévaloir l'intérêt que porte cette réforme pour le bien des enfants, pour l'avantage de plus
du plus grand nombre. Et nous avons fait ce travail. Il y a ce que nous faisons comme travail, il n'est pas à démontrer, c'est vu. Actuellement, on parle de la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'EPST. Est-ce que, Papa Willy, êtes-vous sûr que l'acteur qui est dans les champs où se commettent les antivaleurs est bien celui-là qui, du jour au lendemain, va porter la lutte contre les antivaleurs? Non, il faut s'appuyer vers de tierces personnes, c'est une logique normale. Et Humaye a fait ce travail et continue à faire ce travail malgré les coups bas, malgré des problèmes qui n'ont pas de raison d'être, qui sont des natures humaines, de la méchanceté. Mais Humaye porte ces combats et nous pensons que les témoins sont là qui peuvent vous dire comment est-ce que nous portons cette lutte contre les antivaleurs et des redressements du sous-secteur de l'EPST. Avant d'aborder les sous-points sur les objectifs à court terme, à long terme, il y a une affiche que vous avez publiée, Serge Bondedi, qui parle du respect du partenariat éducatif à la base. Exact. Pourquoi cette précision à la base? Je n'irai pas par quatre chemins. La cartographie ou la configuration du système éducatif, si nous prenons le cas de l'EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique, vous avez le niveau national qui édicte les normes et vous avez le niveau provincial qui applique. Le partenariat éducatif est une norme consacrée dans la loi et ce partenariat qui veut que le gouvernement puisse associer nous les partenaires, nous sommes au nombre de 12, les parents, et nous faisons partie des ONG, catégorie mouvement de la société civile, pour que les objectifs soient atteints ensemble, au niveau national. Vous avez des travaux, vous avez des réunions, vous avez des cérémonies qui sont des indicateurs pour évaluer l'implication des organisations de la société civile. En ce qui concerne des travaux, notamment dirigés par le chef départemental ou bien le ministre de tutelle, je ne dirais pas peut-être toutes ou tous, mais pour la plupart, Humaye prend part. Mais si nous sommes toujours au niveau national, prenons le cas des évaluations certificatives, c'est un sujet à problème. Il y a des écoles qui n'ont pas encore donné des certificats aux enfants jusqu'à ce jour. Oui, nous allons y revenir. Et quand on est maintenant au niveau de la 8e avec Tenassof, on leur oblige d'apporter les certificats, alors que les certificats ne sont pas dans les écoles. Voilà la raison d'être de l'implication des partenaires éducatifs et surtout de nous, la société civile. Vous avez vu par exemple pour le Tenassospé au niveau national, il a plu à l'inspecteur général de ne pas aligner l'ONG Humaye. Il n'y a plus parce que, et si vous visualisez, vous allez voir. Vous gênez, vous êtes en train de gêner les gens, Humaye. C'est ce que je pense et c'est ce qui me rend perplexe. Et il n'y a pas les ONG, alors que nous, lorsque nous participons, nous ne participons pas pour aller fêter, ni pour acclamer. Nous participons pour voir, pour noter, documenter les points forts, les points faibles, les opportunités, analyser ces données, dégager les éléments d'analyse, et ces éléments d'analyse que nous dégageons vont dans le sens à renforcer le système. Par exemple, ce que vous avez dit, lorsque nous participons, nous réalisons ce qu'il y a comme déficit, ce qu'il y a comme faiblesse, ce qu'il y a comme manquement, ce qu'il y a comme dérèglement, pour que dans nos rapports, dans nos analyses, nous formulons des recommandations et c'est comme ça que le système se consolide et se développe. Mais lorsque on nous met de côté, on empêche à ce que l'agenda de l'éducation soit avancé. Une parenthèse. Est-ce que vos relations avec le secrétariat général de l'EPST sont revenues entre guillemets à la normale? Bon, si je me base sur le fait, je crois récemment j'ai reçu au moins 4 invitations signées par
Madame le secrétaire général, vous avez les travaux sur la rationalisation, vous avez l'atelier sur le calendrier scolaire de l'année qui va commencer, vous avez l'atelier, la réunion de travail sur la circulaire de frais scolaires pour l'année qui va commencer prochainement. Je crois avoir reçu 4 à 5 invitations signées par Madame le secrétaire général. Donc si je dois juger nos relations avec le secrétaire général, c'est sur base des actes qui sont des évidences. Elles sont redevenues normales. Et les relations sont redevenues normales. Oui. Vous m'avez demandé au niveau de la base. Oui. Je prends le cas du TENASOSP et de l'examen, plutôt du TENASOSP des revues annuelles. IMAE a aligné sur l'ensemble du pays des observateurs, nos membres et volontaires, à plus de 500. Les nombres exacts, nous sommes dans 446 membres déployés sur l'ensemble du pays. Mais malheureusement, vous avez des provinces où quelqu'un par état d'âme, parce qu'il a dénoncé un fait d'antivaleur dans sa province éducationnelle, qui s'est dit non, de moi-même, je ne peux pas vous aligner. Ça, ce sont des comportements de barbarie. Voilà pourquoi nous insistons. Si au niveau national, tant soit peu, je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que tout est correct, il y a de faiblesses. Je vous ai cité les cas des évaluations ici, où il a plu à l'inspecteur général de ne pas répondre IMAE, et je mets quiconque à défi, même pas une organisation de la société civile. Je citerai par exemple la CONEP, je citerai par exemple SOS Kinshasa, je citerai par exemple APE ou Observatoire indépendant de l'éducation. Je ne suis pas leur porte-parole, mais je parle de fait. Aucune de ces organisations est alignée. À vous entendre parler, vous faites le plaidoyer sur la promotion, la considération du partenariat éducatif. Exactement. Exactement, parce que au moment où le partenariat est une norme, nous ne pouvons pas s'y en passer. Il faut appliquer cette norme. Il faut appliquer cette norme parce que ça concourt au développement, à la consolidation, à l'affermissement du système éducatif. Je crois que parmi toutes les organisations de partenaires éducatifs, à part l'État, bon, l'État lui-même c'est le pouvoir organisateur, mais si nous mettons par exemple le partenaire financier, mais il n'y a que les ONG qui produisent des documents d'analyse, qui produisent des rapports. Mais il y a aussi les organismes internationaux, notamment l'UNICEF. Voilà pourquoi je les classifie en tant que partenaires financiers. À part eux. Mais le reste, rares sont ceux-là qui... Et nous, les ONG, nous faisons un travail d'apostolat. Nous ne le faisons pas pour un bien personnel immédiat. Non, nous le faisons pour le bien de l'enfant congolais. Alors, au moment où il y a des provinces qui estiment être des électrons libres, nous ne pouvons pas cautionner cela, nous ne pouvons pas accepter. Mais cette fissure-là serait due à quoi? L'inspecteur général, par exemple, est-ce qu'il est un électron libre vis-à-vis du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, ou technique plutôt? Bon, l'inspecteur général, par exemple, actuellement, du point de vue personnel et humain, nous avons de très bonnes relations, de très bons rapports. Nous nous appelons, nous échangeons, nous analysons, pas sur des sujets personnels, mais pour les questions d'intérêt national. D'intérêt national. Mais curieusement, lorsque, ce n'est pas seulement pour cette année-ci, même l'année passée, aucune organisation de la société civile a été reprise, par exemple, pour les évaluations. Et l'inspection générale n'a pas que les activités d'évaluation. Il y avait eu une semaine à l'IMET où l'inspection évaluait son travail, le corps inspectoral de l'enseignement. Mais bizarrement, la société civile, notre partenaire, notamment la SONEPA, l'Association nationale des écoles privées agréées, on a vu récemment ici les séances pédagogiques entre le ministre national et les inspecteurs, et nous savons que l'inspection jouait un grand rôle dans la préparation, mais on n'a reçu aucune invitation. Est-ce que ce qui se disait entre l'inspection et le ministre, cela n'intéressait pas la société civile, alors que l'inspection fait son travail dans les écoles, et les écoles, ce sont des biens communautaires. Donc, cette fissure, nous ne la comprenons pas, et voilà pourquoi nous haussons les tons pour dire que les choses ne peuvent pas marcher de cette manière-là. Lorsqu'on s'engage pour aller vers l'excellence, il faut aller dans la complémentarité
Il faut aller dans son ensemble et non de manière sélective ou voir nous chutons déjà, Serge Bondedi. Nous tendons vers la fin de l'année scolaire 2022-2023. Le 2 juillet, ce sera la proclamation officiellement. Et 2 mois après, c'est la reprise, c'est la rentrée scolaire. Qu'est-ce que vous prévoyez? Quelles sont les démarches, les initiatives que Imaye a prises ou veut envisager par rapport à ce partenariat éducatif pour l'année scolaire à venir? Bon, je crois que nous sommes déjà très satisfaits de voir, en tout cas au niveau de la ville de Kinshasa par exemple, je suis informé qu'il y aura les assises de la commission urbaine de l'éducation, et dans ces assises, il est prévu tout un chapitre où on va parler du partenariat éducatif, et c'est bien mentionné, rôle et apport de la société civile dans le système éducatif congolais. Ça, c'est très parfait. Lorsque le ministre national... Est-ce que ce n'est pas protocolaire? Ou ça ne sera pas protocolaire? Bon, le fait que ça revient un caractère officiel, je crois que... Parce que la RDC, tout comme dans certains pays d'Afrique, c'est qu'il y a de bons projets, il y a de bons thèmes, il y a des ateliers, des séminaires, mais les résolutions de toutes ces réunions-là ne sont pas mises en application. Bon, ça c'est la mise en œuvre, mais au moins du point de vue programmatique, lorsque cela fait l'objet de programmation, je crois que c'est bon, mais dans la ville de Kinshasa par exemple, il n'y a pas assez de problèmes de partenariat, parce que quand il y a des commissions urbaines, en tout cas ce qui nous concerne, nous Imaye, nous sommes toujours associés depuis belle lurette. Dans certaines provinces. Donc le problème dans certaines provinces. Exactement. Par exemple au Katanga, vous avez eu des démêlés avec quelques autorités. Oui, mais en tout cas actuellement, ça marche, les autorités qui sont là, les autorités, bon, celles qui étaient là ont été placées ailleurs. Et l'une d'entre elles étant à Tchopo, je reçois toujours des rapports auprès de notre secrétariat provincial à Tchopo, ça se passe correctement. Je crois que c'est l'UPP qui était à Lubumbashi qui est maintenant là-bas. Donc il y a des provinces, je ne saurais pas peut-être citer toutes, Kinshasa, Lualaba, Okatanga, Maniema, Tchopo, Kwango. Il y a pas mal à Kinshasa. Vous avez Kinshasa Funa, Kinshasa Mwamba, Kinshasa Lukunga. En tout cas, Lukunga, ça ne marche pas bien. Et pourquoi? Les humeurs, parce que quelqu'un s'est vu être dénoncé dans un système... Bon, c'est le bon dit. Regardez votre caméra là. Regardez la caméra. Quel est le message dans 2 minutes par rapport à ce thème? Le partenariat est une norme. C'est un vecteur d'accompagnement des changements. Et lorsqu'on parle du redressement des sous-secteurs de l'EPST, dans la rupture avec les antivaleurs, c'est pour que les choses marchent et aille de l'avant. Et le signal est donné à la tête. Je ne serai pas malhonnête, l'honnêteté scientifique oblige, dans des assises d'importance capitale, dans des réunions stratégiques, le ministre de l'EPST a toujours associé Imaye. Il y a de ces provinces où Imaye est toujours associé. Mais par contre, il y en a d'autres où le partenariat éducatif pose problème. C'est à ceux-là que nous disons qu'il faut rectifier les tirs, il faut s'approprier du redressement, il faut appliquer les partenariats. Au niveau national, il y a de ces directions centrales qui implémentent les activités. Il faut qu'il y ait aussi l'œil de la société civile parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. À ces directeurs-là, nous les invitons aussi à associer le partenaire. Ce n'est pas une demande, nous ne commandons pas, mais nous demandons l'application de la loi parce que c'est garanti par la loi et ça fait partie des normes internationales. Merci beaucoup Serge Mondedi d'avoir accepté ce rendez-vous. Mesdames et messieurs, ça n'est fini avec l'entretien de ce jour. Merci de votre attention soutenue. Merci surtout parce que vous nous suivez et vous nous faites des observations, des recommandations. Restez toujours branchés sur votre chaîne pour la suite du programme. Prochainement, nous allons recevoir Serge Bondedi avec d'autres partenaires pour parler de l'examen d'État. Vous savez que c'est dans quelques jours, 2 ou 3 jours avant l'examen d'État, nous en parlerons. Pourquoi? Parce que Imaye, au cours de cette année scolaire qui s'achève, avait déjà lancé une campagne lutte contre la corruption pendant les épreuves de l'examen d'État. Il nous dira
Imaye, oui, avec Serge Bondé ou quelqu'un d'autre, quels sont les résultats auxquels ils ont abouti, parce que bientôt c'est l'examen d'État. C'était un message dans les oreilles des sourds, ils ont prêché dans le désert, où on peut s'attendre, comme en Chine, où il y a des appareils pour empêcher la tricherie ou la fraude pendant les examens. Nous allons nous retrouver prochainement. Merci.